Reporters sans frontières s'intéresse évidemment aux tendances qui marquent la liberté de la presse. Et une des choses qui nous a marqué en 2018, c'est la détérioration du climat en matière de liberté de la presse au sein de l'Union européenne et des Balkans. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce constat désastreux. La fin de l'année 2017 avait été marquée par l'assassinat d'une journaliste, Daphne Caruana Galizia, à Malte, donc au sein de l'Union européenne, dans des conditions terribles. Un attentat, une explosion dans son véhicule en plein jour, de façon ostensible, une méthode qui était clairement visant à, bien sûr, à transmettre un message. Donc cet assassinat a provoqué un choc au sein de l'Union européenne et il a été suivi 5 mois plus tard d'un autre assassinat, cette fois d'un jeune journaliste slovaque et de sa fiancée, Jan Kuciak, en Slovaquie, à côté de Bratislava. Donc donnant vraiment un ton nouveau à la façon dont les journalistes d'investigation travaillent au sein de l'Union européenne. Il y a vraiment eu ce qu'on appelle un wake-up call, vraiment une prise de conscience que même au sein de l'Union européenne, les journalistes qui font l'investigation, qui travaillent sur des dossiers sensibles, des dossiers de corruption, des dossiers sur le crime organisé, qui travaillent sur les mafias, sont susceptibles d'être assassinés en 2017-2018. Et ça, c'est vraiment une tendance nouvelle. Bien sûr, cette tendance ne venait que corroborer un climat que nous avions noté depuis plusieurs années, une détérioration de la situation des journalistes. Nous avons dénoncé ces dernières années une tendance qui se développe en Europe avec des attaques contre les journalistes de plus en plus importante, de plus en plus directe, de plus en plus officielle, on va dire, avec une parole des leaders politiques en fait qui se libèrent et qui galvanisent les populations. Ça, c'est quelque chose qui existe à la fois dans les pays de l'Est, c'est quelque chose qu'on voit en Croatie, en Bulgarie, en Pologne, probablement aussi qui est né aussi de la rhétorique de Viktor Orban, qui apparaît comme la figure de proue en Europe de l'Est et qui donne le ton à d'autres leaders. Mais c'est aussi un message dans des pays qui étaient a priori plus calmes, qui ont véhiculé que le président, par exemple, tchèque, Miloš Zeman, ou le Premier ministre slovaque, Robert Fico, en s'adressant à des journalistes et en les attaquant verbalement directement. Je voudrais rappeler un certain nombre d'événements. Quand on voit le président Miloš Zeman en République tchèque s'adresser à des journalistes demandant soit avec son ami Poutine à les faire liquider ou quelques mois plus tard se présentant en conférence de presse avec une Kalachnikov factice avec l'inscription journaliste, il est clair que ça envoie un message très fort et que les concitoyens peuvent considérer qu'à partir du moment où leur leader politique s'attaque aux journalistes, eux seraient en droit aussi, c'est un blanc-seing, eux seraient en droit aussi de s'attaquer verbalement sur les réseaux sociaux et de s'en prendre à eux. Quand on voit l'ancien Premier ministre slovaque traiter les journalistes de sales prostituées anti-slovaques parce qu'elles mettent en cause sa politique ou sa gestion de fonds publics, évidemment le message est très fort et une fois de plus ça envoie le même type de message. Quand Viktor Orban sélectionne ces journalistes et décide de stigmatiser tel ou tel média, de ne pas s'adresser à tel ou tel média, pareil, même dynamique, même rhétorique, il est clair que ça envoie un message négatif et que clairement ses concitoyens peuvent considérer que dès lors que le leader politique s'en prend aux journalistes, lui aussi pourrait le faire, même rhétorique également en Pologne, c'est ce qu'on voit aussi en Croatie, ce qu'on voit en Bulgarie. Donc on avait noté cette tendance, on a vu se déplacer à des pays moins à l'est comme l'Autriche, on a vu le leader du FPO commencer à s'en prendre aux journalistes ou attaquer la légitimité de la télévision publique ORF en Autriche, mettre en cause la probité des informations véhiculées par la télévision publique, une énorme télévision publique. Donc ça c'est très important. Et puis c'est quelque chose qu'on a vu également en France. On l'a vu également en Espagne, on le voit aussi en Italie. En France, nous avons dénoncé la façon dont des leaders politiques comme Jean-Luc Mélenchon ou
François Fillon s'en était pris directement à des journalistes, notamment pendant la campagne présidentielle, et comment, à partir du moment où des leaders politiques s'en prenaient à ces journalistes lors d'interviews, on pouvait vraiment identifier un phénomène un parallèle au moment des meetings politiques qui suivaient dans les jours qui venaient, comme si ça galvanisait les supporters politiques qui se disaient, au fond, moi aussi, je peux le faire. Même chose au moment du référendum sur l'indépendance de la Catalogne le 1er octobre 2017, mais également en Italie, avec un gouvernement maintenant populiste qui n'hésite pas à s'en prendre au travail des journalistes, à attaquer les plus grands d'entre eux, ceux qui ont sacrifié leur vie personnelle pour leur travail. Je pense par exemple à Roberto Saviano, qui est menacé aujourd'hui de ne plus avoir de protection policière pour ses déplacements. Donc cette détérioration du climat, elle a été très très sensible et on l'a vu s'accroître au cours des 2-3 dernières années et tout au sein de l'Europe de façon générale, et puis ponctuellement par exemple à Malte où nous avions noté des attaques systématiques contre les journalistes. C'est une société qui est très polarisée, les médias sont également très polarisés, mais on a vu à l'occasion de l'assassinat de cette journaliste à quel point quiconque s'exprimerait ensuite ou souhaiterait évidemment continuer le travail de cette journaliste serait attaqué. Il faut quand même rappeler par exemple que cette journaliste qui était extrêmement virulente, dont le blog était extrêmement lu et suivi à Malte, faisait l'objet de plus d'une quarantaine de procédures en diffamation au moment de sa mort, et que certaines perdurent malgré son décès. Il y a encore des vindictes contre cette journaliste qui est décédée dans des conditions atroces, comme on le disait. Et donc il faut quand même imaginer quand même le climat et la haine en fait qui jaillit et qui perdure, y compris après l'assassinat de ces journalistes. Et il y a une autre chose effectivement qui est très frappante, c'est quand on voit les derniers développements en Bulgarie. Nous avions à RSF publié un certain nombre de rapports en 2018 sur la situation des médias bulgares, les pressions exercées contre les journalistes bulgares et notamment les journalistes d'investigation qui ont le plus grand mal à travailler. Certains d'entre eux sortent des enquêtes, travaillent avec leurs confrères roumains, travaillent avec des consortiums pour sortir des enquêtes, notamment sur des détournements présumés de fonds européens. Il est évident que quand on voit que soit ces journalistes sont empêchés de travailler, leurs enquêtes sont critiquées, ou qu'au moment d'une enquête, ils peuvent être arrêtés puis emprisonnés, et que la seule journaliste bulgare qui avait décidé de faire mettre un coup de projecteur sur leur enquête est assassinée 15 jours après, bien sûr, c'est très préoccupant. Donc, à Reporters sans frontières, nous essayons en fait de faire en sorte que obtenir des autorités bulgares aujourd'hui, et de manière générale des autorités des pays qui sont concernés, que les enquêtes soient menées dans des conditions sérieuses, approfondies et indépendante. C'est le cas à Malte où nous soutenons la demande de la famille Caruana Galizia qui veut mener une enquête publique indépendante sur les raisons qui auraient mené à l'assassinat de la journaliste. Est-ce que cet assassinat aurait pu être évité ou pas, et pourquoi les autorités ne mènent pas plus énergiquement l'enquête sur le meurtre. En Slovaquie, il y a eu des arrestations, mais comment se fait-il que pour l'instant nous n'ayons que certains éléments? Ça fait plus de 8 mois maintenant, il faut que l'enquête avance. Et en Bulgarie, nous nous étonnons que les autorités bulgares aient souhaité mettre un terme à l'enquête, clore le dossier aussi rapidement, probablement une semaine après le meurtre, avec l'extradition d'un suspect, car la personne effectivement est suspecte, mais nous demandons plus d'éléments, et nous demandons effectivement que les autorités fournissent des éléments qui nous montrent si oui ou non ce meurtre peut avoir un lien avec la qualité de journaliste de Victoria Marinova. Donc il y a toute une problématique. Il faut absolument interpeller sur ces assassinats. C'est une nouveauté.
c'est une nouveauté à laquelle on ne peut pas s'habituer, c'est d'une atrocité à laquelle on ne peut pas s'habituer. L'affaire Khashoggi aura mis en lumière les difficultés dans lesquelles les journalistes travaillent dans certains pays, l'horreur à laquelle ça peut mener, les mensonges. Donc il faut absolument qu'au sein de l'Union européenne, et surtout au moment en 2019 où l'Union européenne va être challengée avec les élections le 29 mai, au moment où des pays candidats des Balkans essayent de montrer patte blanche, si la situation ne s'améliore pas au sein de l'Union européenne, c'est difficile de faire comprendre à des pays candidats qu'une fois qu'ils seront dans l'Union, ils peuvent se conduire et ne plus bafouer l'état de droit, mais qu'avant, il faut qu'ils montent patte blanche. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on attend en matière d'état de droit des pays qui sont rentrés dans l'Union européenne et qui ont signé, qui se sont engagés, et ce qu'on va demander à ceux qui sont candidats.